Est-ce que les maths sont un jeu d'enfant? Pour les enfants et pour les adultes. On en est sûr de ça? Ouais. Faut pas croire que c'est un jeu facile, Ouais. c'est plein d'efforts. Mais on peut y trouver sa récompense, qu'on soit adulte, qu'on soit enfant. Et on peut se retrouver à avoir une petite étincelle qui nous fait briller les yeux et le cœur dès tout gamin. Et est-ce que c'est un art? C'est un art, sans aucun doute. Oui. Vous Sans allez aucun devoir doute. me le prouver. C'est Ah pas bah. un art forain. C'est pas un art forain. C'est pas un art forain, mais c'est un art. Vous allez m'expliquer tout ça. Bonsoir, Cédric Villani. Comment ça va, Thibaut enchanté. Gauthier? On fait un début d'émission un peu particulier. Vous avez pas le mal de mer? Non, ça va. Ouais, mais moi, ça pourrait commencer. Hein. Je pense que Vous êtes plutôt grand, mais là je passe au-dessus de et vous ça régulièrement dépend, grâce à d'une ça. seconde à l'autre. Là, c'est une question où je vous domine, et là, c'est une réponse. Voilà, Vous avez faut le bien dessus. synchroniser. Bon, on en descend de ce manège et on explique où nous sommes. Dans une pépite parisienne, Oui, alors on n'est jamais venu. eh ben, c'est un manque que je suis heureux de vous voir combler. Le musée des Arts Forains. On Ouais. est à Bercy. Il y a ici des objets glanés un peu partout dans le monde qui tous participent aux arts du cirque. Qu'est-ce qui vous attire dans un lieu comme ça? Parce qu'a priori, les arts forains semblent assez loin des maths. D'abord, cher ami, Vous n'êtes pas que ça. on n'est pas que ça, Oui. on a le droit d'aimer un peu tout. Et ensuite, là, si vous voyez, sans aller chercher de la mathématique, ici il y a une ambiance très particulière. On est entouré d'objets qui ont chacun leur histoire, leur intention, leur formule, leur geste artistique. Vous avez des personnages qui ont traversé l'histoire des idées. Ouais. Ici, on les reconnaît. Oui, alors on a qui là? Ici, vous Alors là, il avez... faut leur tirer dessus. Ah, alors ça c'est pour tirer dessus, mais ici vous avez les pieds nickelés, Ouais, ici vous avez Rigouldingue. des personnages et dessins animés de Disney. À d'autres endroits, ce sont des personnages qui étaient importants dans la vie culturelle parisienne, française en général. Vous avez les grandes vedettes de Montmartre, vous avez des figures de cire, vous avez des jeux auxquels les gens jouaient en se faisant avancer leurs petits chevaux le plus vite possible. Et puis des choses qui ont fait rêver, intriguer, passionner pendant tant et tant d'années, à des époques où ce n'était pas l'électronique toute puissante. Bien sûr. Mais alors, paraît-il que les forains ont été les premiers à vulgariser la science, à expliquer la science. Et avait de façon générale bien souvent des expériences ou des dispositifs qu'on pouvait montrer dans les foires, dans des cirques qui reposaient sur des expériences, sur des ressorts physiques, chimiques ou tout ce que vous voulez. Et ça a participé à la divulgation des sciences. C'est cette idée qu'avec les phénomènes naturels, on peut s'en servir, les apprivoiser. C'était les le mettre. premier presque média qui a amené la science, bon il y a l'école évidemment, mais qui a amené la science physiquement près des gens pour qu'ils la voient, qu'ils la ressentent. Participer. Mais de toute façon, je dirais, que ce soit en sciences ou dans les arts forains, le but, c'est d'arriver à capter l'attention, l'étincelle, à captiver les personnes qui vont être là. Pourquoi vous avez un carnet? Toujours un carnet, si vous me posez une question délicate, je noterai en me disant tiens, je vais faire des recherches là-dessus, et ainsi de suite. J'ai un carnet, je note des choses sur un C'est peu vrai tout. Réunion après réunion, il y a les résumés de conférences. Je fonctionne comme ça, et quand le carnet est plein, On change? je reviens, mais je reviens au début, je fais très soigneusement la table des matières que je mets en début, je note chaque fois que j'ai pris une C'est note pas en me vrai. disant faire ceci ou faire cela, je vérifie que je l'ai fait, puis attends, je ne l'ai pas fait, c'est le moment, et puis je l'archive soigneusement. D'accord. Ah oui, donc vous avez des piles et des piles de carnets. J'en ai plus de 100. Est-ce que les maths peuvent être folkloriques, peuvent être excentriques? Excentrique bien sûr. Il y a bien sûr de la culture en mathématiques, Oui. comme dans tous les arts. Oui. Il y a des Oui, écoles, mais vraiment, des vous dites façons que de c'est penser. un art. Parce qu'on est bien d'accord que des maths sont régies par des règles. Il y a des choses qui ne peuvent pas transiger. 1 plus 1 égale 2 points. Enfin, vous allez peut-être me dire le C'est contraire. sûr, d'ailleurs. non, je vous Non, contredirai ça, pas. vous ne me dites pas le contraire là-dessus. L'art, c'est tout l'inverse.
L'art, on peut tout déconstruire, tout balancer, il n'y a aucune règle. Ce que vous croyez, il y a plein d'arts avec des règles. Bah bon. Il y avait des règles dans les compositions. Vous faites de la poésie, vous avez des règles sur la forme utilisable, ou dans la poésie classique, des règles sur le nombre de syllabes et le nombre de rimes. Oui. Et quand il s'est agi d'inventer le vers libre au début du XXe siècle, ça a été toute une affaire, précisément de briser ce cadre, Ouais. dans quelle façon vous pouvez le briser ou pas. Les règles sont consubstantielles à l'art. Et ne serait-ce que pour s'en débarrasser, et bien souvent des progrès, ça a été quand on a vu qu'on pouvait s'affranchir d'une règle, s'en donner d'autres, et ainsi de suite. Mais alors, en art, on peut inventer une forme. En maths, on ne peut pas, on ne peut que la découvrir. On peut toujours, d'abord, quand vous découvrez la forme dans les tréfonds de votre imagination, Oui. quand c'est une forme dans un espace à 12 dimensions, quand c'est une forme tellement irrégulière que personne ne peut la dessiner, on peut dire que vous avez fait quelque chose qui n'est pas de ce monde, inspiré de ce monde, mais qui n'est pas littéralement de ce monde. D'accord. Et puis- Ouais, moi je me suis toujours dit, bah tiens, les maths, de toute façon, elles sont là et il faut les découvrir petit à petit, défricher, mais elles sont déjà là, existantes autour de nous, alors que une Ouais, peinture... moi je pense comme ça aussi. Ouais. Mais c'est tellement gigantesque, le continent est tellement extraordinaire que on va trouver du nouveau et du nouveau et du nouveau encore. On n'a jamais trouvé autant de mathématiques qu'aujourd'hui à cette époque, Ouais, d'accord. avec une croissance qui continue d'être, une croissance continue de la découverte mathématique. Et en mathématiques, comme dans les arts, vous avez les chercheurs, les chercheuses qui sont mus par l'amour propre, la curiosité, la souffrance de vouloir sortir d'une contradiction, le bonheur d'avoir réussi à aboutir quelque part, etc. Tout est motif. Est-ce que vous êtes un grand mathématicien est obligatoirement un créatif? Enfin, il ne fait pas carrière, juste pas carrière, presque par définition. Par définition, les postes que vous pourrez récupérer dans votre carrière universitaire, la reconnaissance de vos pairs, elle viendra de ce que vous avez pu faire de nouveau. Oui, mais là aussi, il faut presque l'inventer avant de le découvrir, il faut le penser avant de le découvrir. Inventer, découvrir, ça va avec. Ah, vous trouvez? Même si on pense que Ah, moi, vous voyez, moi je les sépare, l'invention et la découverte, et vous les liez. ça va ensemble, ça va ensemble. Ouais. Même si vous voulez découvrir, je sais pas, prenez n'importe quelle grande exploration, Oui, ça a commencé par le fait de mettre au point les instruments qui pouvaient aller avec. bien sûr. Dans l'histoire de l'exploration, ça a été trouver les bons instruments de mesure, la boussole, le sextant, Oui, la c'est façon vrai. de mesurer les choses. Tant que vous n'aviez pas mis au point les outils qui vous permettaient d'avancer et d'explorer, vous ne pouviez pas. Et ça fait partie des choses extraordinaires. Voir comment l'humanité, par exemple pour l'exploration terrestre, a pu aller de plus en plus loin en mesure que les techniques des navires se perfectionnaient, que les cartes se perfectionnaient, qu'on avait aussi les premières cartes d'océan, la notion de ligne de niveau, elle est apparue au début quand on s'est demandé comment cartographier les récifs qui D'accord. pouvaient mettre à mal les navires, comment mesurer la profondeur des eaux et ainsi de suite. Et au fur et à mesure qu'on avait des outils plus perfectionnés, on pouvait découvrir de nouvelles choses. Dans le monde des idées, dans le monde scientifique aussi, il y a beaucoup de choses comme ça. Vous ne pouvez pas découvrir de nouveaux horizons mathématiques si vous n'avez pas forgé les bons outils, les bons concepts. Est-ce qu'un mathématicien comme vous, quand il est dans un lieu comme ça, dans la vie de tous les jours, là, il regarde un endroit comme ce manège qui tourne, C'est beau! il est magnifique. Vous pensez maths, vous dites, bon, voilà, il y a tant de rotation avec tel diamètre, il y a telle hauteur ici, ou non, vous êtes... Je vais il se vous passe quoi dans votre décevoir. tête? Je vais vous décevoir. Vous voyez la même chose que moi ou Je vous vois voyez la même des- chose que vous. Ah ouais, non, d'accord. Je vois des lumières. Ouais. Je vois un mouvement qui tourne de façon entêtante, je vois des formes mystérieuses, je vois ici les vélos qui sont penchés, inclinés, et puis on devine quelque chose qui doit tourner tellement vite qu'il y a une raison dans cette inclination. Je vois une figure qui a fait rêver des gamins et des plus grands qui se sont dit qui aimaient bien prendre de la vitesse à une époque où c'était pas si courant. Et puis si je veux, je réfléchis quels sont les ressorts derrière tout ça, mais vraiment, Non. en première approximation, devant, Vous je avez vois la vous même voyez chose que vous. que moi. Bon, je suis rassuré. Pourquoi vous vous obstinez, peut-être que je me trompe, à vouloir rendre les maths sexy? Est-ce qu'on ne peut pas se dire, il y a certaines matières, certaines disciplines qui sont plus austères que d'autres? Pourquoi on ne peut pas se le dire? On va pas rester comme ça, c'est la démission. Et Oui, puis, mais est-ce que c'est grave l'austérité?
C'est complètement grave. D'abord, vous êtes là sur un domaine dont vous savez, dont les mathématiciens savent Oui. à quel point il est plein de beauté, de rêves, de poésie, connaissent les aventures de telle ou telle grande mathématicienne, grand mathématicien qui a passé sa carrière à faire ci et ça, à la recherche d'un continent perdu. Vous savez tout ce qu'il y a de beau là-dedans, vous êtes forcé de vouloir le partager. Ouais. C'est ce que vous essayez de faire. On essaye de faire. Leçon de mathématiques joyeuses. J'ai des questions sur ce livre. Parce que je vous avoue. Je vois que vous avez mis des petits Oui, post-it. j'ai mis des petites post-it pour les trouver à des endroits précis. Alors, j'ai pas tout compris. Très loin de là. Très loin de là. Mais en fait, je l'ai pas vu comme ça. C'est une forme de poésie. Absolument. Bah, vous avez tout compris. C'est-à-dire que je comprends rien. Il y a plusieurs pages qui s'enchaînent. Alors là, mais c'est un récit, c'est une sorte de, je sais pas, de monde que je ne peux pas percer et que je découvre, un monde de fiction presque pour moi. Presque un monde de fiction. Vous avez compris déjà que c'est pas un monde de calcul. De temps en temps, il y a du calcul, mais c'est pas ça la clé. C'est un monde de concepts, de raisonnement. Vous avez pu voir que la découverte y est sans arrêt encastrée avec les aventures humaines. Les courants de pensée, les questions philosophiques, les questions historiques, comment la technique a influé sur les idées qui ont pu être découvertes et ainsi de suite. Vous avez vu qu'il y a plein de monde qui est dans cette aventure avec des coups de théâtre, des erreurs, y compris parfois le plus grand mathématicien du monde. Ne dites pas encore son nom parce qu'on va dans un lieu qui lui sera dédié tout à l'heure. Quelqu'un de sa famille, mais on en parlera. Vous avez écrit le mot poésie. J'y pensais en me disant c'est presque de la poésie ou de la philosophie ou un monde imaginaire et vous en parlez. Encore plus profond peut-être, poésie vient du verbe grec, oui, parce que il faut le lire en grec, qui signifie créer, comme les maths. Absolument. Les mathématiques sont la poésie des sciences, c'est une phrase de Léopold Sédar Senghor. Et de façon générale, la démarche poétique et la démarche mathématique visent toutes deux à recréer un monde qui permet de communiquer des idées, un monde dans lequel on s'inspire du monde réel, mais on le transcende en quelque sorte. Alors, dans la démarche poétique, ce monde, on va le recréer en mettant ensemble des mots, des sonorités, et ça va agir sur le cerveau des personnes qui vous écoutent parce que ça éveillera des sensations, des émotions, des impressions, ça les transportera dans d'autres mondes. Et puis dans le monde mathématique, c'est un monde qui est fait avec des formules, des équations, des concepts qui viennent là. Et ce monde-là aussi sera là pour transmettre une autre idée. Quand on est mathématicien, les maths peuvent vous engloutir, prendre trop de place. Une place dingue où on peut même en devenir presque un peu fou. Écoutez, j'ai fait de la mathématique et j'ai fait de la politique. Je peux vous dire qu'il y a bien plus de folie en politique qu'en mathématiques. Ah oui, c'est vrai. Non mais je veux dire, quand on cherche pendant des heures, des jours, on se plonge dans des... On est plongé, absorbé, et je vais vous dire, on se sent bien. Ah oui. Est-ce qu'il faut quelqu'un pour vous en tirer? Est-ce qu'on arrive à remonter à la surface tout seul? D'habitude, ça a toujours été comme ça pour moi, on en sort tout seul, simplement parce que soit on découvre que le problème finalement était tellement dur qu'on n'arrive pas à avancer, et alors on passe à autre chose. Et ça arrive tellement souvent, en recherche on échoue au moins 95% du temps. D'accord. Soit vous y arrivez, et là aussi, vous finissez par en sortir. Cet état d'obsession, je l'ai reconnu et senti dans différents projets de recherche. Je l'ai connu quand j'étais sur l'amortissement Landau, qui à la fin a permis de décrocher la médaille Fields. Je l'ai connu quand j'écrivais mon livre sur le transport optimal. Et à chaque fois, il y avait cette façon de s'obséder, de s'immerger dans le problème. où vraiment, vous devenez tellement le problème que même la nuit, votre cerveau travaille dessus sans que vous en rendiez compte. Et puis après, je suis passé à autre chose. De plus manger, de même plus se dire tiens, il faut que je dorme. On peut en arriver là ou il ne faut pas exagérer? Pas spécialement. En tout cas, vous allez vous retrouver simplement à réfléchir et à être passionné par votre problème le jour et la nuit. Vous savez quoi? C'est comme quand on tombe amoureux. Quand on tombe amoureux, ça vous arrive de sauter des repas, de plonger la nuit dans votre lit en vous demandant que, quoi, comment, etc. etc. C'est pareil, dans mon histoire mathématique, je suis tombé en amour de mon sujet de thèse et à plusieurs reprises, je suis tombé en amour de tel ou tel problème. On rentre ici, c'est beau, le théâtre du merveilleux. Venez. Alors je vois un autre lien entre cet endroit et vous. C'est votre look, votre style.
petit côté rétro, un côté... Oui, puis l'âge d'or des forains, c'est fin 19e. La Lavalière, c'est bien la même époque. Lavalière, tout le 19e, vous avez des lavalières. Mais il y a autre chose, moi, que je vois, c'est que en tout cas, quand je prépare ce qui m'occupe de mes vêtements, rien n'est laissé au hasard. Le costume, le manteau a été confié il y a longtemps à une jeune créatrice qui m'avait confectionné un manteau, non seulement sur mesure, mais on avait discuté ensemble de quel modèle ça pouvait être. L'écharpe a été tricotée par une amie qui savait à quel point les araignées étaient intéressantes pour moi et qui a mis tous ses trésors d'ingéniosité et de patience pour faire un aussi beau travail. La montre à gousset mécanique a été offerte par un ami mathématicien américain, c'est une montre Vulcain, et ainsi de suite. Ici, des bracelets qui sont des souvenirs de conférences. Donc le matin, quand vous vous levez, vous y pensez? Bien sûr. Ouais, ça prend du temps. Bien sûr. Ah ben, autant y réfléchir. Ici, vous avez un très beau... C'est un bouton de manchette. Un beau bouton de manchette qui représente un globe terrestre. Un globe terrestre qui tourne. Un très beau cadeau aussi. Mais quand on s'habille de manière générale et quand on a un look qui est original d'une certaine manière par rapport au reste des gens, comment on fait pour pas tomber dans le déguisement et être vraiment soi-même? Vous l'avez dit, juste en étant vraiment soi-même. Ouais. Et là, en l'occurrence, des choses qui me tiennent à cœur et tout là-dedans, quelque chose de vrai au sens où à chaque fois, il y a eu une rencontre, un échange avec quelque chose qui m'est cher. Le chapeau m'a été offert par un circassien, celui-ci, qui est venu faire un spectacle que j'avais... Voilà, le cirque encore et toujours. Oui. La plume est une plume de Moncoq, celui qui habite dans la plume d'une plume de Moncoq, celui qui est installé dans mon jardin. D'accord. Et à chaque fois, il y a un lien. C'est pas juste le fait de paraître, il y a quelque chose qui a été important. On dit souvent on est tellement la résultante des gens qu'on aime, des livres qu'on a lus, de tout ce qui vous tient à cœur. Et ben, c'est quelque chose que j'applique aussi là-dedans. Vous savez qu'à ce qui paraît, cette licorne a des pouvoirs. Les licornes ont toujours des pouvoirs, nos enfants le savent bien. Oui, mais à ce qui paraît, elle a des pouvoirs musicaux. Ben, c'est voilà qui est une bonne chose. Ah ben voilà. Votre style, vous rendez compte, je me trompe ou pas, si je dis que c'est en partie grâce à ça que vous êtes devenu connu. Aussi, évidemment, il y a votre travail, vos résultats, mais il y a d'autres Français qui ont reçu des médailles Field. Je suis pas naïf. Ouais. Je l'ai bien compris. Oui, mais est-ce que vous l'avez cherché et travaillé pour ça? Ah ben, mon ami, j'ai commencé à travailler, à réfléchir à mon look, si on peut dire ça comme ça. J'avais 20 ans et j'étais encore tout jeune étudiant en mathématiques. Le sujet de la reconnaissance professionnelle était juste pas là. D'accord. Donc, c'est travaillé. Alors ça veut dire qu'il y avait chez vous une volonté d'être connu, d'être un mathématicien connu ou pas? Il y avait une volonté d'être moi. Mais pour le coup... Oui. Parce que si on veut être connu, normalement on ne fait pas mathématicien comme métier. Il y a plein d'autres options, qui sait quoi, mais à ce moment-là, je ne sais pas, vous avez 20 ans, vous êtes interne dans vos études, vous pensez peut-être à briller à l'internat, mais la question d'être célèbre, ça vous passe au-dessus de la tête. Ouais. Il y a un vrai moment où je suis arrivé de classe préparatoire avec aucune recherche particulière, mes pantalons de velours côtelé, mes anoraks, et puis je me suis dit non mais là il faut changer quelque chose. J'ai eu le déclic un jour, ça a commencé quand dans une station de métro, j'ai vu une publicité pour une boutique qui vendait des chemises bouffantes, des chemises mousquetaires à l'ancienne. Il y avait la manche de la chemise qui était là, j'ai regardé ça, je me suis dit ah,
Waouh. Alors. Et puis j'ai commencé à dérouler le fil. C'était une boutique qui était passage Choiseul à l'époque, Ouais. qui après a bourlingué ici et là, et dans laquelle j'ai acheté mes premiers costumes rétro en me disant bah tiens, on va faire des expériences. Faire des expériences jusqu'à ce que je me dise bah là, je me sens bien. On y va? Allez, C'est parti, je vous laisse monter. Je veux qu'on reparte du début. Vous êtes né où? Brive-la-Gaillarde, 1973, Vous avez grandi dans quel milieu, quelle famille? famille de profs. Ouais. Mes parents étaient tous les deux professeurs de lettres classiques. Famille avec Intéressant. beaucoup d'intellectuels et des artistes. Et famille pied noir. Mes parents sont nés en Algérie l'un et l'autre, à Alger et à Oran. J'ai passé le début de ma vie dans la campagne corrézienne. Ouais. Puis j'ai vécu dans le Var, Oui. puis à Paris, puis à Lyon, Yvelines, Essonne, Paris à nouveau, Morbihan. Vous n'avez pas arrêté? Pourquoi vos parents déménageaient tout le temps? Non, c'est moi, je pense. Ah oui. J'avais mon horloge interne qui me poussait à déménager de temps en temps et à explorer de nouveaux territoires. Les maths étaient présents tout de suite, gamin? J'ai toujours aimé ça. Ouais. J'ai toujours trouvé ça intéressant. Ouais. Sympa, intéressant. et Mais tout. quand on a des parents profs de lettres, est-ce qu'ils vous amènent naturellement vers les maths ou plutôt à ouvrir des livres de lettres classiques? Ouvrir des livres de tout. Ah C'était ouais. ça la règle à la Ouais. maison. D'accord. Et sans aucune contrainte, j'étais bien approvisionné en livres de toutes sortes, des livres qui venaient de la librairie. Mon père était grand copain avec un libraire de Brive, l'écume des pages. Comme celle de Paris, à côté à Saint-Germain. Alors si je confonds, parce que l'écume des pages, celle de Germain, Ouais. avait un autre nom qui me... Le vent dans les pages, pardon. Ah oui, d'accord. L'écume des pages, j'y vais à l'occasion. L'une de ces magnifiques librairies qu'on Oui, a qui est ouverte le soir. un en peu plus, partout tard. dans Paris. Ça s'appelait Le vent dans les pages. Et c'était des livres trouvés dans les brocantes, c'était un peu de tout. J'étais un gros lecteur de tout. À quel moment les maths prennent plus de place, vraiment plus de place? Je dirais au fur et à mesure des études, c'est venu un peu Ah oui, naturellement. les études, mais assez tard alors, c'est pas gamin. Des gamins, c'est des études, excusez-moi. J'ai appris Oui, d'accord. l'une des dates les plus importantes dans ma vie, ça a été quand j'ai appris ce que c'est qu'une démonstration mathématique. Et ça, je l'ai appris au collège. C'était en 4e, c'était à l'école publique d'ailleurs. D'accord. Et je me souviens très bien de ce cours où le prof nous explique maintenant on va pas seulement constater les choses ou les admettre, on va les démontrer. Et c'était un petit exemple de démonstration de quelques lignes sur un problème de géométrie euclidienne, géométrie du triangle. Et puis je sentais que c'était intéressant, je sentais que c'était vaguement important. Je ne pouvais pas savoir que ça allait être Oui, non, à ce ma vie moment-là. professionnelle et que pendant les années qui allaient suivre, chaque année j'apprendrais à faire des raisonnements plus sophistiqués, mais je l'ai appris ça au collège. Et est-ce qu'il y a de la place quand on entre dans une discipline aussi pointue, où on a besoin d'une rigueur absolue que sont les maths? Est-ce qu'il y a de la place pour autre chose? Pour lire Tolstoï, pour aller jouer au foot avec des copains, pour rencontrer des filles, pour, je sais pas, faire autre chose, quoi, jouer aux échecs, que sais-je? Alors, Ou non, ça prend trop de place. J'étais un grand fan. Alors Dostoïevski, c'était un, Ah, voilà, un de mes je héros. sais pas. Conan Doyle. Et donc vous j'ai aviez lu- le temps de j'ai faire les lu, deux? tout Sherlock Holmes et tout Arsène Lupin. C'était mes grands héros. Ouais. Quand j'étais plus jeune, j'ai lu tout Fantomètre. C'était mon La héroïne. bibliothèque rose? C'est la bibliothèque. Verte C'était verte, je pense. Ah non, je crois Fantomètre. que c'est rose. Fantomètre. Rose peut-être. En tout cas, j'ai lu tout Ah, je sais pas. Fantomètre. Ouais. Et j'ai pas fait de foot. J'étais pas bon en foot. Non, comment on fait? Parce que vous avez une intelligence supérieure, vous avez... Attention. Vous Non. savez, on est très embêtés parce que d'abord on n'aime pas qu'il y ait intelligence supérieure, dit au-dessus, on déteste Oui, les mais bon, classements, on est ah. habitué à dire qu'il y a toutes sortes d'intelligences. C'est vrai, Évidemment, on a des concours, des récompenses, des accomplissements et tout ça, mais quand vous commencez à parler, d'abord vous parlez de quelqu'un en disant supérieur de ci ou de ça, placer Alors, les si gens vous- sur un piédestal, c'est une façon de les éloigner. Oui, mais vous avez un QI plus élevé que la moyenne. J'ai jamais mesuré. Oui, mais bon, il n'y a pas trop de doute là-dessus, si. Vous me demandez, je suis pas Non, un mais fan alors, je suis oui. pas un fan du QI. Ah oui, non? Je suis pas un fan. Non, mais bon, je comprends vous voulez faire preuve d'humilité. Même Mais pas, moi, non. moi, je le dis, vous avez une intelligence supérieure à la mienne. Julien est un type extraordinairement intelligent, mais sans doute moins que vous. Comment on fait, et est-ce que vous en êtes rendu compte, enfant? Vous aviez des capacités supérieures, des capacités intellectuelles supérieures?
Quand vous êtes enfant, je crois, vous continuez dans ce qui vous plaît et ce qui vous intéresse. Et quand vous avez le bonheur d'avoir toutes les conditions qu'il faut, parce que vous êtes intéressé par vos cours, parce qu'il y a l'environnement qui est là, la grande chance que vous avez, alors dans certains cas c'est beaucoup plus dur, de pouvoir continuer à approfondir ce qui vous plaît, que ce soit les romans de Conan Doyle ou la calligraphie qui à un moment est devenue une de mes passions. Est-ce que ça vous fait presque peur? continuez. Vous savez pas quoi en faire, quoi. Ça va plus vite, vous réglez les problèmes plus rapidement à l'école. Peur, c'est pas le mot que j'emploierais. Non. Juste le fait de dire allez, on va approfondir et approfondir. Sortons du scientifique. À l'école, dans notre société actuelle aujourd'hui, les HPI fleurissent. On pense que tout le monde peut être Mozart, que tout le monde peut être génial et un génie, et qu'il ne faut mettre personne au-dessus d'un autre. Qu'est-ce que vous en pensez de cette société qui va dans ce sens-là? Je suis pas sûr que la société aille vraiment vous dans ce pensez pas? sens-là. Et je vois que dans la société, il reste beaucoup de clichés qui ont la vie dure. On est dans un pays où les gamins ont toujours la boule au ventre en allant dans leurs cours de mathématiques. Oui. On est dans un pays où on a un taux d'anxiété des jeunes filles par rapport aux jeunes garçons qui est encore plus fort que celui des garçons, et dans un des pays où c'est le pire. Donc on est encore dans un pays de vieux clichés dans lesquels il est important de toujours dédramatiser, démystifier, démythifier, dire ben oui, mathématiques, il y a plein de monde qui peut le faire et croyez pas que ce soit réservé à une petite élite. Les sciences, il y a plein de monde qui peut s'y plonger, vous pouvez y arriver comme beaucoup de monde. Et il n'y a pas de raison qu'en France on soit plus effrayé que dans d'autres pays là-dessus. Alors je reformule, j'essaie de vous sortir des maths et des scientifiques globalement dans notre société. Est-ce qu'il vaut mieux dire à tout le monde, aux enfants, et d'ailleurs moi j'ai pas d'avis, j'ai pas de religion sur le sujet. Et vous avez des enfants? Non, j'ai pas d'enfants. Est-ce qu'il faut leur dire, vous êtes tous, vous avez tous un potentiel et on veut tous que vous soyez au même niveau, ou non? Il y en a qui sont meilleurs que d'autres et on va vous pousser, vous tirer vers le haut parce que c'est vous qui allez faire des grandes découvertes. Et malheureusement, c'est pas donné à tout le monde, même si tout le monde peut s'épanouir dans la vie, mais c'est pas donné à tout le monde d'être aussi bon en maths que vous. C'est pas donné à tout le monde d'être Kylian Mbappé. C'est pas donné à tout le monde d'être, vous voyez? Oui, ce sont des bons exemples. Je pense que moi, face au ballon de football, j'aurais l'air ridicule. Donc tout le monde a appris quelque chose. Et Kylian, je ne suis pas sûr qu'il sera extraordinaire devant une équation. Ouais. Vous avez tous un potentiel, oui. Vous avez tous la possibilité d'être excellent dans quelque chose, oui. Et tous au même niveau, non, ça ne veut rien dire. Vous n'avez pas mesuré des choux et des carottes et les comparer. Chacune trouvant sa place dans des spécialités, des combinaisons de talents différents. Voilà, vous m'avez répondu. J'ai eu du mal à vous amener à ma vous êtes tenace, réponse. c'est bien pour ça que vous avez vos réponses. Il vous avait été posé une question il y a quelques années sur le fait que vous pourriez être autiste. Et il y avait eu des critiques, moi j'avais trouvé ça génial et votre manière d'y répondre avait été assez surprenante. J'avais répondu, qu'est-ce que ça changerait? Qu'est-ce que ça changerait? Est-ce que vous étiez posé la question, vous? Ou jamais? Moi, jamais. Ah oui. En revanche, plein de monde qui se l'est posé. Et de toute façon, dès qu'arrivent des profils avec, dans leur caractère, ou leur façon de parler, ou leur façon de réfléchir, des particularités, on se dit, est-ce que clinique, est-ce que HPI, etc. Alors maintenant qu'on a beaucoup progressé sur la question du spectre autistique, qu'on voit à quel point il y a toute une variété de comportements là-dedans. Regarde, la société a changé. Mon ami Daniel Tammet, qui a été diagnostiqué Asperger, parle de ses expériences et de sa façon d'aborder les chiffres et les concepts mathématiques avec son senti cognitif, écrit des bouquins, écrit des romans et n'essaye en aucune manière de cacher ce qui a été diagnostiqué de son côté. C'est aussi d'ailleurs le record d'Europe de la mémorisation de pi. Il faut imaginer qu'un jour ce gars-là... De nombre de... 3,1415927. Moi je connais les quelques premières décimales. Lui il a récité un jour devant un jury pendant 3 heures d'affilée les décimales. Il faut imaginer le genre de choses. Bon. Mais justement, si ça ne change rien, pourquoi vous n'avez pas voulu tester, même par jeu, par curiosité? Pourquoi faire? Oui, tellement d'autres façons d'exercer sa curiosité. Il y a plein de choses à faire, vous avez bien raison. On sort? Allez. Deuxième étape. Nous sommes à l'Institut Henri Poincaré. Jérémy, je vais juste dire pour commencer que c'est mon successeur dans ce lieu cher entre tous au cœur des mathématiciens et mathématiciennes. Ce bâtiment créé non pas par Henri Poincaré mais par Émile Borel en 1928
comme un institut de mathématiques et de physique théorique D'accord. pour développer des recherches qu'il ne trouvait pas ailleurs, de la théorie des probabilités, la physique théorique. C'est là qu'il a voulu créer cet institut qui, au fil des années, est devenu ce qu'on appelle la maison des mathématiques et de la physique théorique, c'est-à-dire que ça accueillait tout le monde, un lieu d'accueil. Je vois le Rubik's Cube, je vois un smartphone, un ballon de foot, qu'est-ce que Voilà. c'est connecté? La muséographie repose sur plein de ressorts. Ouais. Vous voyez ici, par exemple, il y a une sorte de cartographie des différents domaines mathématiques, un peu quand on se demande si on cherche à cartographier la pensée, comment on va faire. Des formes géométriques inspirées de la nature. Vous reconnaissez un bout de chou romanesco là-bas, vous reconnaissez un trajet de métro, une route bicyclette, un satellite télécommunication, une corde avec des nœuds. La fameuse corde qui permettait la corde avec 13 nœuds qui vous permet d'avoir 12 intervalles et qui servait déjà dans l'Égypte ancienne à faire des angles droits impeccablement, utilisant le théorème de Pythagore bien avant même que Pythagore existe. Ouais. Et puis donc parfois, à chaque fois vous avez des invitations à discussion. Parfois ce sont des instruments techniques qui ont permis d'aborder des concepts mathématiques. Parfois ce sont des formes. Mon collègue Étienne Gis, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, a écrit tout un bouquin sur les formes géométriques sur le ballon de football, les différentes formes qui ont été essayées. Certaines étaient prisées des footballeurs et d'autres pas. Celle qui s'est imposée s'appelle le Telstar, une combinaison de pentagones et d'hexagones. Et donc il y a des histoires, des objets qu'on croit connaître derrière, des histoires qui sont souvent des histoires scientifiques passionnantes. Même les mathématiciens professionnels, les meilleurs des meilleurs, peuvent se planter radicalement. Et moi, ça m'est arrivé des erreurs par centaines dans ma carrière. Des erreurs, mais est-ce que vous, par exemple, vous avez fait des découvertes qui aujourd'hui, qui ont peut-être été révolutionnaires il y a 10 ans, il y a 15 ans, et qui aujourd'hui ont été complètement démenties? Démenti, non. Je n'ai, à ma connaissance, jamais rien publié de faux. Ouais. Non mais, à chaque pas fois forcément faux, parce que quand les choses avancent, on se rend compte, on a, comme vous me le disiez tout à l'heure, de nouveaux éléments qui prouvent que c'était pas la bonne direction. On a un avantage en mathématiques sur toutes les autres sciences. Einstein lui-même le disait, la mathématique est la seule science dans laquelle une vérité établie reste vraie pour toujours, parce que ça repose juste sur le raisonnement logique. Et Einstein ajoutait même qu'à ses yeux, ça rendait cette science supérieure à toutes les autres. Et donc on a cet avantage. Alors en revanche, pour se garantir que le raisonnement est juste, il y a toutes sortes de garde-fous, des relecteurs, des gens qui viennent essayer, challenger la démonstration, qui cherchent les erreurs dans les démonstrations et ainsi de suite. Ça arrive qu'on se rende compte qu'une démonstration importante, il y avait une erreur dedans, mais honnêtement, c'est rare. D'accord. Et la mathématique, science de l'accès à la vérité par le raisonnement, a tous ces garde-fous pour arriver sans arrêt à vérifier qu'il n'y a pas d'erreur. Einstein a été ici, Einstein a enseigné ici la relativité générale. Dans la petite pièce à côté, là, à quelques mètres d'ici, Einstein a rencontré Paul Valéry dans cette pièce, qui était un passage de rencontre. Et ici, il a fait peindre une fresque par un artiste de l'époque. Et ça, ce sont les premières phrases du livre de Jean Perrin, Les Atomes. Un livre historique qui a emporté par sa faculté de synthèse l'adhésion de tous les scientifiques sur le fait que les atomes existaient, bien qu'on n'en ait jamais vu un seul à l'époque. Il s'est passé encore 50 ans avant qu'on puisse en voir un. Installez-vous, Cédric Villani, j'ai des questions, notamment sur un grand sujet. Un sujet qui tient à cœur en ce moment, c'est l'intelligence artificielle. J'ai pas bien saisi comment vous vous positionnez. Oui. Ici, sous le regard d'Alan Turing, qu'on appelle parfois le père de l'intelligence artificielle. Ah bah voilà, là, donc on parle sous son haut patronage. J'ai pas bien saisi votre positionnement sur l'intelligence artificielle. Ça veut dire quoi, un positionnement sur l'intelligence Bon, artificielle? alors, pour être très basique, très binaire, vous êtes favorable ou défavorable à l'IA et à son développement? L'intelligence artificielle est une technique, Ouais. est un outil, fait partie de la science. Si je vous demande si vous êtes favorable ou défavorable à l'électricité, vous allez me répondre quoi? Oui, j'admets que vu comme ça, c'est une question idiote. Favorable ou défavorable à l'énergie? Mais vous avez vu que j'ai précisé, favorable ou défavorable à son développement. Ah, ben là je vais vous dire, favorable ou défavorable, ça se développe quoi qu'on fasse. Et ça se développe dans le monde entier, et c'est pas comme une grande invention. Parfois on parle de l'intelligence artificielle, de la bombe atomique comme des choses qui sont aussi explosives l'une que l'autre.
Et je pense que c'est les seuls 2 exemples dans l'histoire des sciences où vous avez un lauréat de prix Nobel qui fait des conférences ici et là, convaincu que son invention va détruire le monde possiblement. Otto Hahn en 1945 pour la fission nucléaire qui a été à la base de la bombe atomique et qui a réellement songé au suicide. Et l'an dernier, Geoff Hinton, l'un des récents pères de l'intelligence artificielle, et qui lui aussi va partout en disant que ça va tout anéantir. Donc vous êtes en train de me dire que c'est aussi grave que peut l'être la bombe atomique. Alors, non, je vous dis là pour l'instant que certains des experts les plus réputés le pensent. Et je vous dis d'autre part qu'en revanche, il y a une grande différence, c'est qu'une bombe atomique, ça se fait avec des installations, des grands projets, tout un arsenal physique, technique. D'ailleurs, il y a des agences internationales qui contrôlent pour voir si tel ou tel pays développe ou pas la bombe atomique, alors que l'IA, ça se développe avec les moyens du bord, partout, chaque fois qu'il y a de la programmation et de façon complètement déconnectée. Donc, s'imaginer qu'on peut arrêter le développement d'intelligence artificielle, ça n'a pas de sens. En revanche, encadrer les usages, développer les forces de l'IA pour des usages qui servent le bien de la société, sont des choses que nous pouvons faire si on le veut, et ce sont des choix politiques. Pardon Cédric Villani, j'ai l'impression que sur ce sujet-là, il y a tout un tas d'experts, des experts scientifiques comme vous, des experts techniques, des experts financiers, des experts historiques, et pardon, que tout le monde dit un peu n'importe quoi et personne n'a aucune espèce d'idée d'où ça va aller. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord là-dessus que personne ne sait? Oui, ça, personne ne sait dans quelle direction ça va aller, la réponse est oui. Parce que tout le monde dit, ouais, moi je pense que vous dites oui, mais on peut le réguler, mais en fait vous en savez rien si on va le réguler. Non. Régulation d'abord, l'Europe a fait le travail réglementaire. Oui. La question, est-ce que l'Europe maintenant s'est développée sa force de contrôle, de défense, mais est-ce que ça suffira? d'action? On n'en sait rien et on ne sait pas jusqu'où ça peut nous mener, on ne sait pas si elle peut nous détruire, on n'en sait rien. Alors je vais vous dire pour l'instant, le danger le plus immédiat, d'abord de toute façon on va dire dans un coin d'abord, le domaine dans lequel les bénéfices sont les plus remarquables aujourd'hui, très clairement c'est la santé. Maintenant, le domaine dans lequel, pour moi aujourd'hui, c'est le plus flippant, si vous me permettez le terme, très clairement c'est la guerre. Le visage de la guerre est en train d'être transformé par l'intelligence artificielle. Vous avez un général américain qui déclarait il n'y a pas longtemps, c'est le plus grand changement de doctrine qu'on ait jamais vu. On voit sur le front russo-ukrainien, qui est comme un laboratoire assez sinistre de ce à quoi peuvent ressembler les guerres de l'avenir, on voit une guerre qui a évolué entre 2022 et 2025, qui a changé de visage à plusieurs reprises, dans laquelle on a une guerre des drones aujourd'hui, faisant mener une ambiance absolument angoissante dans des proportions qu'on connaissait pas. Mais à long terme, est-ce qu'un jour... Ça me va déjà si on sort du court terme, cher ami. Ah oui, et aujourd'hui comme hier, ma conviction, les catastrophes les plus terribles qui peuvent se poser à l'humanité, il n'y en a pas 36, il y a l'effondrement écologique et la guerre mondiale. Ça sont les 2 points noirs majeurs. Et hélas, aujourd'hui, l'usage de l'IA tel que c'est développé partout participe à l'effondrement écologique, et l'usage de l'IA participe à rendre la guerre plus potentiellement meurtrière. Donc vous, votre inquiétude, elle n'est pas sur cette mythologie de la machine qui prendrait le dessus sur l'homme et qui en ferait son esclave ou qui le... Le plus grand ennemi de l'homme, c'est l'homme lui-même. Ça, c'était vrai hier, c'est encore plus vrai aujourd'hui. Se demander si on va être dominé par l'IA au point de vue intellectuel, c'est aussi bêta que d'imaginer quelqu'un, il y a 1000 ans, qui se demandait est-ce qu'un jour une machine roulera plus vite que nous pouvons courir. C'est ni plus ni moins bêta. Donc ce sera le cas. Non, parce que ça se met dans tous les usages. Regardez, une fois qu'on a dit, voilà, il y a des voitures qui roulent vite, vous vous retrouvez avec tout le système, comment organiser les transports, comment politiquement, intelligemment utiliser ces ressources. Pareil, si vous avez des IA qui vous donnent plein d'informations intéressantes, comment les organiser, comment utiliser leurs ressources, et ainsi de suite. Donc vous vous retrouvez dans un problème d'utilisation qui est passionnant du point de vue de la société. Bon scénario, mauvais scénario, mais vous me répétez, on n'en a aucune espèce d'idée. Pour l'instant, on va plutôt dans la mauvaise direction, mais le pire n'est jamais sûr. Est-ce qu'on peut avoir un petit tableau quelque part? Je vous lance un défi. Si c'est un défi calculatoire, j'essaierai même pas de le relever. Non. Vous avez obtenu la médaille Fields, on a dit, qui est l'équivalent du prix Nobel. L'un des équivalents voilà, avec le prix Abel. Pourquoi? Pour quelle théorie? Est-ce que vous pouvez me le montrer, me l'expliquer?
Une bonne partie de mes travaux de recherche a été consacrée à la physique statistique, Ouais. la mathématique de la physique statistique, dans les pas des théories de Maxwell et Boltzmann sur la théorie atomique, théorie des atomes, et à comprendre les propriétés de l'évolution de la distribution de particules. D'accord. Alors, imaginez que vous avez dans une boîte beaucoup de particules qui interagissent les unes avec les autres, qui entrent en collision les unes avec les autres. J'en mets quelques-unes ici. Imaginez que vous en avez des milliards de milliards. Et vous demandez comment évolue l'état du gaz. Peut-être qu'au début, vous envoyez un coup de ventilateur, il y a du vent, puis vous fermez la boîte et vous attendez que le vent s'arrête. Il ne va pas s'arrêter parce qu'il y a une force qui le fait arrêter, il va s'arrêter sous l'effet des collisions des particules les unes contre les autres. Un phénomène thermodynamique de convergence vers l'équilibre. Parmi mes résultats de recherche, il y a eu cette étude avec des collaborateurs de cet effet thermodynamique dans le monde mathématique. Il y a une équation, il faut bien écrire des équations, je vais vous l'écrire. Imaginez que sans arrêt, vous avez des particules qui entrent en collision là-dedans. Paf, paf, paf. Vous représentez dans votre tête un gigantesque jeu de billard où les particules sont par milliards de milliards. Et chaque fois que deux particules se rencontrent, elles ont des vitesses avant le choc et des vitesses après le choc. Ce sont les bonnes vieilles lois de choc entre particules. Ça, c'est la vitesse que je représente ici. Deux vitesses avant collision. Ça, ce sont les deux vitesses après collision, avec une certaine déviation qui est due au choc. Et cette équation-là, elle me dit que les particules, c'est comme ça qu'on la lit. L'évolution du gaz est liée au fait que les particules vont en ligne droite jusqu'à ce qu'elles se rencontrent les unes les autres. À ce moment-là, elles dévient plus ou moins en fonction de leur vitesse et de l'interaction. Il faut remplacer les vitesses anciennes par les vitesses nouvelles. Donc ça, c'est l'effet des lignes droites des particules, et ça, c'est l'effet des chocs. Ça s'appelle l'équation de Boltzmann. Elle a 150 ans. Ouais. Elle est vénérable et encore pleine de mystères. Des traités entiers ont été écrits dessus. Et une fois qu'elle est posée, vous pouvez vous demander, mais comment le gaz évolue, à quelle vitesse D'accord, il mais converge vers vous, l'équilibre. pour avoir cette récompense, qu'est-ce que vous en avez fait? De nouvelles estimations sur la vitesse de convergence vers l'équilibre pour cette équation, en fonction de certaines caractéristiques de la géométrie, en fonction de certaines estimations sur la régularité de la solution, et d'autre part pour une autre équation qui est reliée mais qui elle décrit non pas les gaz mais les plasmas. Bon, le gradient de V. Voilà, ça c'est l'équation des plasmas qui vous traduit l'évolution d'un plasma sous l'effet des interactions entre électrons. Nous avons ensemble prouvé mathématiquement cet amortissement Landau, démontré que sous certaines conditions de régularité fine, qu'on n'attendait pas d'ailleurs, on pouvait effectivement faire une théorie non linéaire de cet amortissement Landau. Alors, ce sont les deux résultats donc liés d'une part à la physique des gaz, d'autre part à l'amortissement Landau, qui ont valu la médaille Fields. Et comme vous comprenez, il s'agit de comprendre mathématiquement des phénomènes de la physique. Et moi, j'y comprends pas grand-chose, mais je trouve ça beau et poétique. C'était le début de notre discussion. Vous avez compris l'essentiel. Allez, C'est on ça y- le plus important. On y va parce qu'on est en retard. J'ai lu aussi que vous étiez intéressé à la gestion des flux et des transports, c'est vrai? Pas spécifiquement, mais Ça aurait été intéressant que une vous soyez partie- maire de Paris pour ce genre de une problématique. partie de ma carrière. Il faut savoir prendre acte Oui, quand les urnes sont défavorables. Bon, alors justement, on va parler de politique. On n'en a pas encore parlé. Parler de politique en matière d'IA, mais Oui, vous avez sans doute d'autres la politique champs un peu plus politiques en tête. politicienne. Vous avez à un moment mis les maths entre parenthèses. Oui, et d'ailleurs là, je me suis remis à publier en recherche mathématique après 12 années d'interruption. Vous avez choisi en 2016-2017 de suivre Emmanuel Macron. Ouais. Est-ce que c'est lui qui vient vous chercher ou c'est vous qui êtes séduit par le projet? 2016-2017, l'équation, si je puis dire, était assez simple. Pour le fédéraliste européen Oui. que je suis et pour lequel que j'ai été de façon très active depuis 2010, c'était le projet, le candidat qui incarnait le plus l'idéal européen. D'accord. D'assez loin. L'enchaînement qui fait que je me retrouve à la fin candidat est un enchaînement où je n'ai pas tout maîtrisé, loin de là. Ah Même bon c'est le contraire, puisque j'avais refusé par 2 fois d'être candidat aux législatives avant de découvrir dans la presse que j'étais candidat, ce qui était évidemment une fausse nouvelle.
Ah bon, alors attendez, je crois. La fausse nouvelle est devenue vraie, bien sûr. Je crois comprendre l'idée, c'est-à-dire que quand il se passe un truc comme ça, généralement, c'est assez clair. C'est-à-dire que le président, en tout cas le candidat, fait fuiter le fait que vous allez être candidat aux législatives, alors que c'est pas le cas. Ça vient de son camp. C'est bien possible. Oui. Et donc vous vous retrouvez au pied du mur, quoi. Obligé d'y aller. Eh bien, je vais vous dire, quelles que soient les raisons, les tenants et aboutissants, je suis bien content d'y être allé. Pourquoi il y a eu une scission? Pourquoi vous en êtes éloigné? Bon, il y a l'histoire de Paris où vous n'avez pas été choisi, mais comment ça s'est fait, cette rupture avec le président? Vous le voyez, vous le voyez pas ou non? Quel intérêt de revenir mais sur moi, les ça détails m'intéresse, précis. ça m'intéresse. Mais vous, ça vous intéresse, amateur de la petite histoire bien et sûr. de la petite anecdote et tout ça. Racontez-moi la petite histoire. Moi, je préfère la garder pour moi. D'accord, ah oui, d'accord. Ça s'est vraiment mal passé alors. Oh, il y a des choses qui se... Il y a des... Ça dépend du point de vue, ça dépend de plein de choses. Oui. Mais en tout cas, à la fin des fins, c'est bien que ce soit passé comme ça. Vous avez été candidat en 2022 sous la bannière de la NUPES. Ouais. Changement de cap. Voilà. En 2020, j'ai changé, puisqu'à partir de 2020, je Ouais. me suis rapproché de la sphère politique écologiste. Vous avez été, à ce moment-là, sous la même étiquette que Jean-Luc Mélenchon. Et alors ça avait l'air de vous poser un problème. Vous aimiez pas ça. Mais pourtant, vous y êtes allé. Alors c'est un peu paradoxal. Que ce soit clair. Ouais. Rappelez-moi ce qu'était la NUPES. Et c'était un accord électoral entre plusieurs partis de gauche. Exactement. Oui. Est-ce qu'il y avait un parti qui était le chef des autres partis? Bah, oui. Il La y réponse est non. La réponse est non. Si. La réponse est non. Vous avez peut-être lu pas les officiellement, statuts? mais c'est lui. Non, mais d'accord, Vous il y a une savez, je question suis de statut. mathématicien, je sais ce que c'est que les règles et tout ça. Oui, bon, vous en jouez un peu. Vous savez très bien que le slogan, c'était Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre. Vous voulez rire? Bah, moi, j'aimerais bien rire, mais c'était ce qui était marqué sur le Vous l'avez programme. vu sur mes tracts? Non, bah, ça Vous sans l'avez doute. vu dans le programme de Génération Écologie, qui était mon parti à l'époque? Bon, alors, pourquoi être allé avec un homme comme lui, sous la même bannière, même si vous me dites qu'il n'y avait pas un au-dessus des autres, alors même que vous voulez surtout pas vous réclamer du même bord que lui, là? Moi, je vous dis juste, c'est pas une question de se réclamer du bord de ci. Vous savez, mon adversaire de l'époque a fait toute sa campagne en juste déclinant et en parlant de Jean-Luc Mélenchon sur tous les tons, à toutes les phrases, allant jusqu'à faire coller des petites étiquettes Cédric Villani égale Mélenchon, ce genre de choses. Le plus intéressant, c'est que ça a marché. Ouais. Mais la chose importante, à ce moment-là, en 2022, selon moi, et même rétrospectivement, il était important d'avoir une bannière unie pour gauche et écologiste. Alors maintenant, Oui. si nous étions dans un régime de proportionnel intégral en France, pour les législatives, les choses seraient différentes. On est devant la grande mosquée de Paris. Allez! Oui, parce que vous avez des origines algériennes. Mes parents sont nés en Algérie et dans ma famille, on a été en Algérie pendant... Il y a eu des membres qui ont été travaillés, vécus, morts en Algérie pendant 130 ans. Mon arrière-grand-père est enterré à Alger. Ouais. Ils ont fait tous les métiers. Ils ont été employés de bureau, médecins, trafiquants, conducteurs de diligence, et tout, professeurs, tout ce que vous voulez. Et donc je fais partie de ces gens qui ont l'Algérie solidement encastrée dans leur histoire familiale. Quel est votre regard sur les relations en ce moment entre la France et l'Algérie? J'imagine que ça doit vous déchirer. C'est un déchirement. Je vois cependant que il y a un petit frémissement, et j'appelle de mes voeux à une relation apaisée qui va de l'avant. On a vu qu'il y avait un peu de... Salut! Un peu de détente avec la libération de Boualem Sansal. Ouais. On a vu que Christophe Glaise reste emprisonné. Et bien sûr, on j'appelle pense de à mes lui. voeux sa libération. Est-ce qu'on peut croire en Dieu et être mathématicien? Ou être sûr. médecin et croire en Dieu? Bien sûr. Ah ouais. Bien sûr, les exemples abondent. Toutes les religions existent par rapport à la science.
qu'on a, Blaise on a Pascal est tendance un à les exemple. opposer. Blaise Pascal est un exemple de grand mathématicien, grand chrétien, avec une très grande contribution sur les deux côtés. Bertrand Russell est un célèbre exemple de mathématicien ouvertement athée. Srinivasa Ramanujan est un très grand exemple de mathématicien indien avec une pratique religieuse traditionnelle et convaincu que certaines de ses plus brillantes intuitions mathématiques étaient directement inspirées par la déesse protectrice de son village. Toutes les nuances sont possibles. Je fais partie de l'Académie pontificale, placée donc auprès du pape. Cette académie comporte des scientifiques de toutes les confessions, enfin la plupart des grandes confessions, et toutes les croyances s'accommodent bien des sciences. À titre personnel, je suis agnostique. Ouais. On dit que parfois les maths sont ce qui se rapproche le plus de Dieu dans leur complexité, dans leur profondeur. Ça dépend de votre définition de Dieu. Ouais. Regardez ici, on est sur des représentations. Merci beaucoup. Bonjour. Des représentations d'art religieux. On sait bien que le fait de ne pas représenter des visages et des personnages, traditionnellement dans l'islam, a conduit les artistes des mosquées à une virtuosité extraordinaire dans le maniement des formes géométriques. À tel point, et c'est un exemple que je développe dans le livre sur le son de mathématiques joyeuses, que certains motifs découverts des pavages géométriques semi-réguliers qu'on appelle les quasi-cristaux, on s'est rendu compte a posteriori que ces motifs qu'on trouve dans certains problèmes de chimie, qu'on trouve dans certains problèmes mathématiques, on les retrouve dans des très vieilles œuvres d'art qui sont des façades de mosquées et qui appartiennent à cet art musulman. On goûte ce thé à la menthe? On goûte le thé à la menthe. Ouais. Santé. Merci de nous avoir emmenés ici. Et Julien ne prend pas de thé. Moi, il va le prendre après, on a bientôt fini l'émission, parce qu'on va manger un petit bout quand même. Il faut se nourrir aussi. Ouais. Vous êtes un gourmet? On essaye. Ouais. Très important pour moi. Vous cuisinez? Ça m'arrive. Ouais. Ben voilà, regardez. Ça c'est magnifique. Dernière question avec le dernier plat. Le couscous de légumes. On a beaucoup parlé du futur, de l'avenir, il y a plein de doutes. Vous avez des enfants? 3 enfants. Est-ce que vous êtes inquiet ou confiant sur le monde qu'ils auront à leur disposition? Ma vraie réponse. Ouais, une vraie réponse. Pourquoi vous m'avez fait des fausses réponses depuis le début? Mais parce que je vais vous le dire de façon un peu franco. On est en 2025. Si mes enfants ne partent pas à la guerre, je m'estimerai heureux. Mais j'en suis revenu là-dessus. Bon projet aujourd'hui dans un monde qui devient tellement plus dangereux, plus dur, avec des menaces de tous les côtés. Vivre dans un environnement en paix entre humains, en paix avec le vivant, en paix avec la terre et tout ça, c'est le meilleur projet que je puisse imaginer. Me suis recentré sur des choses bien plus fondamentales. Mais vous croyez que ça peut arriver? La réponse est oui, très clairement. Et c'est pas un truc que je vous dis à la légère. La question de la guerre et de mes enfants, je la pose presque tous les jours. Ah oui? Absolument. Et vous leur en parlez à vos enfants? Non. Ou t'entends comme ci comme ça, mais c'est pas mon boulot d'aller sans arrêt avec mes enfants le plus précieux, partager des choses, partager ensemble la découverte ou qui sait quoi. C'est notre boulot de faire tout pour que ça se passe pas. Ça veut dire travailler activement pour la paix, travailler activement pour aussi... Et travailler pour la paix aujourd'hui, ça veut dire aussi se doter d'une défense très solide, avec une armée bien dotée, une armée dans laquelle on a confiance, et ainsi de suite. C'est pas une loi qui vous empêchera d'avoir la guerre sur votre territoire, mais par les temps qui courent, c'est important d'avoir une armée fiable, solide, bien équipée, en laquelle on puisse avoir confiance, et c'est mieux si ça se fait dans un cadre d'union, et ainsi de suite. Ouais. On a souvent dit que le projet européen, c'était la construction de la paix. C'est vrai. Mais pendant les 80 ans, depuis 1945, c'est comme si l'Europe s'était dit on va compter sur nos amis américains pour garantir la paix. Et on voit aujourd'hui que ce n'est juste plus une position tenable. Merci Cédric Villani, merci beaucoup. Merci beaucoup Thibaut. Bon, je vous ai un peu taquiné sur plein de questions, mais vous m'avez appris plein de choses et j'ai beaucoup aimé notre échange. C'était une belle... moi, ça m'a fait tellement de bien d'aller dans ces lieux qui comptent tant pour moi. Et je vous sers le couscous quand même. Avec plaisir. Allez,
Amenez voir votre assiette. Hop. La semoule.